Benjamin Louvet vient nous rejoindre pour en parler justement, les impacts de cette prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis. Prise de contrôle déclarée, est-elle réelle sur le terrain? Ça, c'est à voir. Hein. Mais Benjamin Louvet va nous aiguiller. Bonjour Benjamin, bienvenue. Bonjour Guillaume. Directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest AM. D'abord, les cours du pétrole ne réagissent pas vraiment aujourd'hui, alors qu'il s'agit là quand même d'une plus grande réserve mondiale de pétrole. Comment expliquez-vous que les cours ne réagissent pas aujourd'hui? Alors plusieurs choses d'abord, Guillaume. Sur les plus grandes réserves mondiales de pétrole, c'est un fait qui est, on va dire, à minima discutable. Ces 300 milliards de barils estimés, de réserves, ont été estimés à l'époque de Hugo Chavez sur la base d'une extrapolation d'un modèle qui avait été appliqué à une partie du territoire vénézuélien. Donc c'est une grosse question, et d'autant plus qu'il y a des organismes très sérieux, et notamment Rystad Energy, qui est un consultant indépendant très réputé dans le secteur des matières premières et des énergies en particulier, qui faisait état en 2024 dans une étude de réserves qui serait aux alentours de 30 milliards de barils, ce qui fait quand même 10 fois moins. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose... C'est pas des moindres quand même. Ouais. Pas des moindres. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'on a la chance d'être dans un marché pétrolier qui aujourd'hui est très bien approvisionné. Il y a encore l'OPEP qui a des réserves qu'elle avait enlevées à la suite des problèmes qu'on avait connus pendant la Covid, puis ensuite avec une économie qui était un peu moribonde. Donc ils avaient retiré du pétrole du marché pour équilibrer les prix. Ils l'ont remis, ils ont commencé à le remettre l'année dernière. Il en reste encore un petit peu sous le pied. Et donc on a un marché du pétrole qui est plutôt bien approvisionné, avec des stocks qui sont plutôt pleins. Donc pas d'inquiétude, d'autant que dans le raid qui a été mené par les Américains, les infrastructures pétrolières n'ont pas du tout été touchées. Donc le pétrole est toujours là. L'autre problème qui se pose autour de ces réserves, et là c'est un problème à plus long terme, c'est que le pétrole vénézuélien est un peu particulier. On a déjà eu ces discussions, Guillaume, mais le pétrole, ça n'existe pas. Il y a plein de pétroles différents, il y a plus de 160 qualités de pétrole différentes, et le pétrole vénézuélien est un pétrole très lourd. Et c'est un problème parce que le pétrole, en fonction de la qualité du pétrole, vous pouvez faire un certain nombre de produits quand vous le raffinez. Et le pétrole très lourd est un pétrole qui n'est pas très recherché en fait. Sauf qu'il intéresse beaucoup les Américains. Parce que les Américains, à partir de 2008, ont commencé à exploiter un pétrole qu'on appelle le pétrole de schiste, par abus de langage, parce qu'en fait c'est du pétrole de roche-mère, qui est un pétrole très très léger. Et les raffineries américaines ne sont pas du tout prévues pour traiter ce pétrole. Donc généralement, ce que font les pétroliers, c'est qu'ils mélangent ce pétrole très léger avec du pétrole lourd pour faire du pétrole moyen, qui correspond aux raffineries, à ce que les raffineries peuvent prendre. C'est d'ailleurs le développement de ces pétroles de schiste qui avait obligé Barack Obama à changer la loi américaine et à autoriser l'exportation de pétrole aux États-Unis. Avant, c'était pas possible, parce qu'ils avaient trop de pétrole léger, ils ne savaient plus quoi en faire. Et aujourd'hui, les Américains trouvaient pas mal de leur pétrole lourd au Canada. On sent bien que l'ambiance entre les États-Unis et le Canada, c'est un peu tendu. Et donc, le pétrole vénézuélien peut présenter un intérêt. Il y a un autre sujet qui est important, c'est que ce raid sur le Venezuela intervient à un moment un peu particulier, puisque l'année 2025 a été la première année où même les producteurs de pétrole de schiste ont commencé à évoquer le pic de production du pétrole de schiste. Je rappelle que le pétrole conventionnel qu'on extrait habituellement, lui a atteint son pic selon l'Agence internationale de l'énergie en 2008, et depuis on ne vit la croissance de pétrole n'est assurée, de la demande de pétrole n'est assurée que grâce au pétrole de schiste. Donc si le pétrole de schiste devait toucher un sommet, eh bien ça serait un vrai sujet, et l'intérêt de Donald Trump de sécuriser à proximité de chez lui de l'approvisionnement en pétrole n'est pas neutre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette problématique pétrolière, mais le pétrole vénézuélien pose beaucoup de questions en termes d'exploitation. Ça va être relativement compliqué de relancer l'exploitation. Oui, c'est-à-dire que, imaginons que tous les astres s'alignent comme le souhaitent les Américains, est-ce que la production vénézuélienne pourrait augmenter, ne serait-ce que modérément dans les prochains mois, ou ce serait d'un pouillème, d'un cheveu, rien de plus? Alors ça sera vraiment marginal à court terme. Faut savoir que là, on parle pour une partie de pétrole non conventionnel, enfin pétrole ultra lourd, qui pose des difficultés spécifiques de mise en œuvre. Il y a du pétrole conventionnel, mais il est plutôt sur le déclin. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se posent. C'est que la production pétrolière, maintenant, a été très fortement ralentie depuis plusieurs années, ce qui veut dire que les installations n'ont pas été entretenues. Quand on a arrêté ces exploitations pétrolières, elles n'ont pas forcément été arrêtées dans de bonnes conditions. Il y a l'ancien directeur technique de PDVSA, la compagnie nationale vénézuélienne, qui est expatriée maintenant aux États-Unis, qui disait, il y a encore peu de temps dans une interview, que le gisement de Maracaibo, qui est le plus gros gisement de pétrole conventionnel du pays, aurait été arrêté dans des conditions telles qu'on puisse...
Parce qu'un champ de pétrole mal arrêté, le pétrole s'extrait par capillarité dans la roche. S'il est mal arrêté, eh bien la capillarité se rompt et le pétrole est piégé. On ne sait plus aller le récupérer. Donc ça va aussi poser ces problèmes-là. Donc avoir une hausse de la production pétrolière sud-américaine, enfin vénézuélienne, dans un délai assez court, semble relativement peu probable. Et puis il va y avoir une question économique qui va se poser, Guillaume. Quand vous êtes une compagnie pétrolière et que vous avez le choix entre mettre en service des puits de pétrole de schiste aux États-Unis, que vous mettez en production en 3 à 4 mois, à un prix qui est donné, ou du pétrole vénézuélien, qui est un pétrole lourd, qui est compliqué, qui n'est pas forcément très recherché, qui va être du pétrole qui va demander plus de temps pour la mise en place des infrastructures, eh bien l'arbitrage économique ne va pas forcément se faire en fonction du pétrole vénézuélien. Et on sait bien que les pétroliers américains, ils l'ont même dit à Donald Trump, qui avait dit drill, baby drill pendant toute sa campagne, ils ont dit on forera si c'est intéressant économiquement pour nous. Oui. Donc le redémarrage du pétrole vénézuélien, il n'est pas du tout garanti. C'est-à-dire que pour que ce soit rentable pour les compagnies d'aller chercher un pétrole aussi lourd, il faut que les cours ne baissent pas trop, donc déjà, et par ailleurs, il faut des conditions politiques suffisamment stables dans la durée pour donner le temps, laisser le temps à ces majors américaines d'aller recréer des conditions, réparer les installations. Il faudra des années. Et la garantie aussi que pendant ces années de réparation, le régime reste stable et qu'il n'y ait pas de danger. Et aujourd'hui, en plus, on a une grosse incertitude sur la situation, parce que juste après la capture de Maduro, Delcy Rodriguez, la vice-présidente, avait été plutôt très, on va dire, dans le sens des Américains, en disant qu'ils feraient tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Et puis le soir même, elle a adopté un ton beaucoup plus dur. Et Donald Trump l'a même menacé hier en disant qu'il pourrait son sort pourrait être bien pire que celui de Maduro. Donc la situation est visiblement loin d'être stabilisée et on ne peut pas exclure qu'il y ait la nécessité d'autres interventions si les États-Unis veulent vraiment reprendre le contrôle. Donald Trump lui dit que les États-Unis, l'État fédéral, indemnisera les sociétés qui investiraient au Venezuela pour justement les encourager à y aller malgré les risques. Oui, ça peut être un moyen effectivement de développer et de favoriser et d'inciter les producteurs pétroliers à aller se développer là-bas. Mais encore une fois, il y aura une équation économique à trouver si on veut pouvoir redévelopper ce pétrole. Mais il faut savoir encore une fois que c'est du pétrole qui est plus proche du pétrole conventionnel que du pétrole non conventionnel et qui prend plus longtemps à être développé. C'est une grosse épine dans le pied de la Chine ou pas, ce qui est en train de se passer là, parce qu'elle s'approvisionnait aussi en pétrole vénézuélien, la Chine? Alors, c'est une grosse épine, je dirais, géopolitique, parce qu'on le voit bien si vous regardez la carte des principaux partenaires commerciaux en 2000 et en 2024 ou 2025, vous verrez que l'Amérique du Sud était essentiellement tournée vers les États-Unis. Aujourd'hui, elle est essentiellement tournée vers la Chine. Donc, il y a vraiment une volonté de reprise en main de Donald Trump. Sur le plan du pétrole, c'est moins évident parce qu'aujourd'hui, le pétrole vénézuélien représente moins de 4% des approvisionnements de la Chine. Je le disais, le marché est plutôt bien approvisionné, donc la Chine trouvera des moyens de se fournir ailleurs s'il le faut. On sort un peu du marché du pétrole, on parle or. Ouais. On a parlé là en début d'heure de ce film qui s'appelait Les Rois du désert, où un petit commando américain était arrivé à retrouver l'or koweïtien qui était stocké par les Irakiens pendant la guerre du Golfe et de remettre la main dessus. Est-ce que Trump pourrait avoir l'idée d'aller regarder ce qui se passe dans les coffres de la Banque centrale vénézuélienne, qui a visiblement les réserves d'or les plus élevées de l'Amérique latine? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a les réserves d'or de la Banque centrale, qui sont d'à peu près 160 tonnes, donc on ne parle pas non plus de montants absolument colossaux. Et là, ça serait vraiment un acte belliqueux. C'est-à-dire que là, on s'est attaqué à Maduro. Si on s'attaque aux réserves d'or du pays, on ne s'attaque plus à une personne, on s'attaque à l'institution. Et donc là, l'opposition... On est allé attaquer des bateaux en pleine mer pour aller piquer du pétrole aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours possible, mais ça entraînerait, je pense, une approche internationale différente, une approche de la population différente, et ça ne serait plus du tout le même, je dirais, la même intervention que celle qui est présentée aujourd'hui. Après, il y a des réserves souterraines. Les réserves souterraines d'or du Venezuela ne sont pas si importantes que ça, contrairement à ce qu'on peut entendre. J'ai regardé les dernières statistiques du département géologique américain aujourd'hui. Le Venezuela n'est pas le premier pays d'Amérique du Sud en termes de réserves souterraines. C'est le Pérou, si je ne dis pas de bêtises. Et le Venezuela n'est même pas dans la liste des 15 premiers pays en termes de réserves souterraines d'or. Donc ça reste un pays assez marginal sur ce point-là. Sur les terres rares, est-ce qu'il y a un enjeu? A priori non plus.
Pas vraiment d'enjeu. Le gros des terres rares se trouve au Brésil, à côté, mais il y a un problème de raffinage, puisqu'aujourd'hui elles sont produites au Brésil, mais elles sont envoyées en Chine pour être raffinées, pour l'essentiel. Non, il y a d'autres pays autour, par contre, j'avais fait un article sur le sujet il n'y a pas très longtemps, que j'avais appelé Venezuela la dernière tentation de Trump, point d'interrogation, en disant, voilà, est-ce que c'est la dernière tentation de Trump ou est-ce que c'est la première d'une longue lignée? Je rappelle que au XXe siècle, les États-Unis ont mené 41 interventions du type de celles qu'on connaît actuellement au Venezuela, sur l'Amérique du Sud. Et que dans ses déclarations récentes, Trump a expliqué, je cite, que le président de Colombie devrait faire attention à ses fesses, et il a déclaré qu'il faudrait sans doute faire quelque chose au Mexique. Je rappelle juste que le Mexique est le premier producteur mondial d'argent, métal qui a été ajouté sur la liste des métaux critiques américains au mois de décembre, et métal qui est un enjeu crucial pour beaucoup de technologies, notamment pour des technologies bas carbone comme la voiture électrique et le photovoltaïque. Donc si on raisonne en termes de ressources, s'il devait y avoir un prochain pays, pourquoi pas le Mexique? Bon, après, il n'y a pas que cet enjeu-là, mais ce serait aussi un autre signal géopolitique, peut-être encore une autre grammaire, mais voilà, il y a aussi le Groenland. Est-ce que pour vous, ça devient crédible, une éventuelle prise de contrôle du Groenland? Là, je ne me prononce pas parce que c'est un enjeu politique totalement différent. Je veux dire, le Danemark fait partie de l'OTAN. Donc là, ça rend les choses quand même relativement complexes, et je ne me prononcerai pas là-dessus, mais oui. Trump a redit hier que les États-Unis avaient besoin du Groenland et que le Groenland aujourd'hui était encerclé de bateaux chinois et de bateaux russes. Donc il est déjà en train de poser le narratif d'une action potentielle sur le Groenland, mais qui là, d'un point de vue politique, pour moi, serait totalement perçu totalement de façon internationalement totalement différente. En bourse, Wall Street est en hausse, les majors pétrolières américaines sont en hausse, Chevron notamment, qui est la mieux placée, qui était restée, qui garde un pied encore aujourd'hui au Venezuela grâce à une contre-prise avec l'entreprise publique d'étatique vénézuélienne. Bien, Chevron gagne 5%, devant Exxon qui gagne 1,5%, ConocoPhillips plus 2%, mais surtout les raffineurs américains sont en très forte hausse aujourd'hui. On a parmi ceux qui se distinguent, par exemple, Valero plus 12% ou encore Marathon plus 8%. Logique. Oui, logique. Ça revient à ce que je vous disais, c'est ce pétrole peut être intéressant aujourd'hui pour les raffineurs américains, donc il y a potentiellement davantage de business avec il est très difficile à raffiner, et là, sur ce type de pétrole, les Américains ont un avantage technologique par rapport aux Chinois, par exemple, comme les Chinois au-delà de ça, c'est qu'ils ont du pétrole léger sur le raffinage des terres rares. Oui, mais c'est surtout qu'au-delà de ça, ils ont ce pétrole léger qu'ils peuvent mélanger, qui colle parfaitement pour leur raffinerie. Et ça permettrait donc à leur pétrole de trouver encore plus de débouchés. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. C'est Benjamin Louvet, auteur aussi, Benjamin, de Métaux, le nouvel or noir, aux éditions du Rocher, que vous pouvez bien sûr trouver encore, même si il a du succès ce livre. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, d'être venus jusqu'ici malgré la neige. Vous y êtes parvenus. Venir, c'était pas le plus dur, ça va être reparti. Oui, c'est vrai. Vous êtes prisonnier, on vous garde. Merci beaucoup, Benjamin Louvet avec nous, Ophi Invest.